Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bienvenue à Prends pas ça pour du cash, section économie, revue de l'actualité. Francis, qu'est-ce qui a marqué ton imagination? Plein d'affaires. Un truc un peu spécial. Phil, il y a un projet de loi qui a été adopté. Je ne sais pas si tu as suivi un peu cette histoire-là qui concerne les violences sexuelles, en fait, en milieu de travail. Donc, si tout va Changement bien, de la loi. On veut encadrer mieux ça. Par contre, là, ce qu'on a fait, c'est que pour s'assurer qu'il y a des employeurs qui seraient fautifs, ou en fait, dont les employés seraient fautifs, ne viennent pas indûment consulter là, les dossiers médicaux de leurs employés là, qui sont couverts par la CNSST. On a privé tous les employeurs de tout le Québec de consulter tous les dossiers pour toutes les formes de lésions. Et donc, finalement, si tu veux contester une demande à la CNSST de tes employés, tu dois passer par un médecin qui doit consulter le dossier à la CNSST et t'en faire un résumé. Et donc, tu peux bien imaginer, que ça va coûter des beurrés, ça va prendre un temps formidable. Et puis, évidemment, ça met une pression sur le système de santé qui est un peu la dernière chose, il me semble, dont on a besoin. Ouais, la chose qu'il faut savoir, le ministre Dubé ne s'est toujours pas prononcé en date d'aujourd'hui. Mais Jean Boulet, oui. Oui, Jean Boulet, oui, mais pas le ministre de la Santé. Non. Par contre, ça enlèvera... Il est faux de dire que ça va enlever des médecins dans le public. Parce que les employeurs, les employeurs, quand ils embauchent un médecin pour une contre-analyse, une contre-expertise, ils prennent dans le privé. Là. Ils ont un téléphone rouge. Oui, mais pendant que le médecin il est en train, que ce soit privé ou public, pendant que le médecin il fait un travail à aucune valeur ajoutée. Mais il est déjà pas dans le public. Je comprends, Phil, mais il y a X médecins au Québec. S'il est en train de faire de la paperasse stérile, il n'est pas en train de te soigner privé ou public. Il y a des plateformes technologiques qui fournissent des médecins aux employeurs. Eux, ils sont là. Mais tu comprends que, mettons que tu peux donner $300 au médecin pour soigner Phil ou $300 pour faire de la paperasse. Il va peut-être faire la paperasse et donc, même au privé, ça va être difficile de voir un médecin. C'est complètement ridicule. Un peu absurde. Mais il faut juste, par contre, appeler un chat, ça n'enlèvera pas de médecin dans le public. Non, je comprends. Écoute, une nouvelle un peu qui m'a frappé, là, Phil. Tu te rappelleras, 2005-2006, là, on a eu une mauvaise passe dans le bois au Québec, l'exploitation de la forêt, les scieries. Il y a eu 21 000 emplois qui ont été perdus. Ça augure pas bien ces temps-ci, je te dirais. Là, il y a une taxe qui a été ajoutée là, il y a quelques mois par les États-Unis de 14-15% sur le bois québécois. Il y a les quotas qui ont été diminués. Donc là, on a appris cette semaine qu'il y avait une usine de la région de Latuc, la rivière Aura, qui a fermé carrément sans autre forme de procès. 125 employés, une vingtaine de cadres qui ont été mis à pied le jour même. On dit que ça pourrait réouvrir, mais pas beaucoup d'espoir. Il y a Bois BSL dans la Montcommis. Cette industrie-là. Ça va mal dans le bois. Puis s'ajoute à ça, évidemment. Puis là, tu sais, je suis un peu ambivalent personnellement parce que, bon, le caribou, je trouve ça quand même super important. Tu sais, je trouve qu'on est un peu tata de ne pas le protéger, mais beaucoup disent que si on impose un décret vraiment sévère, ça pourrait aussi énormément nuire à l'industrie dans les régions, le Côte-Nord, le Charlevoix, etc. Donc, bref, l'alarme sonne là, pour cette industrie-là. Mais qui est quand même du Québec, des grosses jobs payantes. Ouais. C'est-tu vraiment des grosses jobs payantes? Je sais pas, Phil. Je te dirais moyennement, sauf que quand t'es à Rivière-au-Rat, quand t'es à Latuc, Phil, il n'y a pas de job de développeur web chez Microsoft. Tu comprends? Fait que t'es à la Syrie ou t'es possiblement au chômage, puis tu vas peut-être travailler dans d'autres industries connexes, mais c'est pas vrai de dire que ces gens-là ils vont se requalifier comme chirurgien cardiologue là, demain matin. Là, fait que, encore une fois, on en parle plus tard avec un de nos invités, mais il va falloir penser en termes de richesse naturelle et non de ressources naturelles. Effectivement. Le premier ministre Legault est à Paris, ville que tu connais bien, que je connais bien. Il fait une mission commerciale là-bas. Il va rencontrer les gens de chez Alstom pour le domaine du transport, les gens d'Ubisoft pour le domaine du jeu vidéo. Il participe au sommet de la francophonie qui a une thématique économique. Il rencontre M. Macron. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va faire du bien qu'il soit à l'extérieur du pays.
T'as-tu écouté ma chronique avec Mario Dumont à ce sujet-là cette semaine? C'est très drôle. Oui, ça va faire du bien. Ça va lui faire du bien. Je pense qu'il a besoin de changer d'air un peu, M. Legault. Écoute, moi, j'ai pas baissé les bras sur M. Legault totalement. Je t'avouerais qu'il est dans une mauvaise passe depuis longtemps. Il y a M. Macron qui est venu au Québec il y a quelques temps. On lui rend l'appareil rapidement. C'est un partenaire économique symboliquement important, mais économiquement pas tant important. Moi, je préférais que M. Legault y ait rencontré le gouverneur de l'État de New York, puis le Massachusetts, puis le Connecticut. Oui, ben c'est ça un peu le problème. Hein, mais c'est de là que l'argent vient, Philippe Richard Bertrand. Je suis d'accord. Une petite dernière en terminant. Phil, la communauté métropolitaine de Montréal a lancé, en fait, dévoilé des nouvelles cartes. Bon, je ne suis pas un spécialiste en géomatique, mais dans ces nouvelles cartes, on apprend qu'en fait, il y a 2 fois plus de maisons à Montréal qui sont en zone inondable que ce qu'on pensait. Oh, donc, toi et moi, là, hier, tu as acheté une belle petite propriété à Sainte-Marthe-du-Lac. Tu pensais que tu étais du bon côté de la traque, comme on dit. Mais non, en fait, tu es maintenant en zone inondable. Très difficile de revendre la maison. Probablement que les assurances vont beaucoup augmenter. Interdiction, ou en tout cas difficile de faire des agrandissements, de rénover la maison. Donc, ça augure mal pour certains petits citoyens. Je ne vais pas te citer, mais quand je suis allé à New York, à l'ONU, il y avait un conférencier de fermeture. Ouais. Lui, il parlait qu'il fallait qu'on revienne à la cosmographie. La cosmographie, c'est l'ancêtre de la géographie. Okay. En tu sais, tu as eu cosmographie, géographie, la puis après science ça... de la description de l'univers, mon Dieu. C'est fou raide. Mais lui, ce qu'il dit, je te le dis, il dit... Aujourd'hui, avec la technologie, il faut redéfinir les territoires. Il faut redéfinir... Tu sais, c'est pas de dire c'est l'île de Montréal, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'île avec l'utilisation de la technologie qui te dit que les zones inondables... Tu sais, Montréal va peut-être être inondé dans 50 ans. J'en doute, mais les zones que la CNM a identifiées, fort probablement, et donc encore une fois... C'est la cosmographie, il faut réfléchir. C'est la cosmographie, mais avant de me lancer dans les étoiles, Phil, je voulais quand même lever mon chapeau à la communauté métropolitaine. Ouais. C'est sûr que c'est fâchant pour ces gens-là, mais ils ont fait un travail scientifique qui est essentiel. Puis évidemment, avec le réchauffement climatique, puis les catastrophes peut-être plus fréquentes que ça pourrait engendrer, ces cartes-là vont être appelées peut-être à évoluer encore. Donc, gardez un œil là-dessus. Honnêtement, ça peut carrément toucher votre l'idée de faire des tours à à l'île Sainte-Hélène, c'est une mauvaise idée. Non, c'est peut-être pas une si bonne idée. Philippe, c'était notre revue d'actualité. Restez à l'antenne. On a 3 invités de qualité. On parle beaucoup de numérique aujourd'hui et un petit peu d'énergie quand même avec l'ami Frédéric Côté. À tout de suite. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On a fait grand cas de la question énergétique au Québec, je pense depuis plus d'1 an. Là. C'est vraiment un des sujets de l'heure. Et puis là, plus récemment, une série d'événements là, sont survenus. Dépôt d'un projet de loi, le PL 69, qui est actuellement, ou en fait c'est presque terminé, là, je pense, en commission parlementaire. Évidemment, démission de M. Fitzgibbon, nomination de Christine Fréchette. En tout cas, ça va vite. Phil, on en parle souvent, Philippe, dans l'émission. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas aller chercher un point de vue plus posé sur le sujet? Donc, plus réfléchi, quelqu'un qui, ça fait pas juste 3 minutes qu'il y pense, on va dire ça comme ça. Frédéric Côté, on se tutoie. Frédéric, on se connaît depuis un moment. Tu es directeur général de Nergica. Pour ceux et celles qui connaissent pas Nergica, peut-être, c'est un centre collégial de transfert de technologie. C'est en plein ça. Un CCTT. Exact. Et ça a la particularité d'être à Gaspé. Oui. Tu es venu en studio juste pour nous. Juste pour toi, Francis, parce que je t'apprécie tellement. C'est très apprécié. Mais donc, commençons peut-être, je parlais du projet là 69, on reviendra sur Nergica dans un instant, mais déjà, t'es passé toi-même en commission parlementaire. Peux-tu nous résumer en quelques mots, c'était quoi la position que vous défendiez? Qu'est-ce que vous apportiez à la table par rapport à ce vaste projet là, sur l'énergie au Québec? Oui, donc c'est un grand projet, effectivement, de loi qui traite de la gouvernance de l'énergie au Québec. Dans le fond, la position de Nergica, essentiellement, c'est une position qui est essentiellement favorable envers le projet de loi. Okay. Donc, on reconnaît sa pertinence, sa nécessité. Par contre, on a soumis des suggestions pour améliorer le projet de loi. Okay. Donc, essentiellement, 7 recommandations. Là, je ne passerai pas en détail, mais effectivement, là, des recommandations pour bonifier le projet de loi afin de le rendre vraiment plus efficace dans ses objectifs.
J'avais fait un texte moi-même dans le journal que Philippe a probablement lu. 10 questions à poser à la nouvelle super ministre. On va pas les passer les 10, mais il y avait quand même des choses, moi, qui m'interrogeaient comme économiste, Phil, comme entrepreneur, dans la manière que c'était amené. Puis c'est peut-être une question d'interprétation, mais c'est aussi, je pense, une intention de rendre cet univers-là plus flexible, plus dynamique. Hydro-Québec, bon, c'est une super société d'État, mais n'a pas toujours accueilli à bras ouverts toute forme d'innovation, je vais dire ça comme ça. Parle-nous un petit peu justement là, tu dis qu'il y avait 7 recommandations dans votre mémoire. Qu'est-ce qui vous accroche le plus là-dedans? C'est quoi, mettons, je sais pas si tu les as mis en ordre de priorité, là, mais c'est quoi le truc là, que tu penses caillou, le caillou le plus important? Caillou ou bonification? Ouais. Là, je dirais 2 principales, okay. En fait 3 principales recommandations. Donc, la première, c'est qu'il y a un élément de nouveauté. En fait, le projet de loi va amener des obligations plus grandes au niveau de la transparence dans la planification énergétique. Ouais. Donc, essentiellement, il y a 2 véhicules pour ça qui sont prévus dans le projet de loi. Le premier, c'est ce qu'on appelle le fameux plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. PGIR. Le PGIR, exactement. C'est en plein ça. On aime les acronymes. Ouais. Donc, le fameux PGIR, donc, c'est en fait, ce que le projet de loi prévoit, c'est que sur l'horizon de 25 ans, on se doit de planifier, de projeter, dans le fond, les besoins énergétiques, mais aussi la demande, mais aussi comment on pense y répondre. Okay. Puis ça inclut toi, puis moi, puis Phil, puis notre piscine chauffée, mais aussi les grands groupes industriels, l'attraction de groupes étrangers, exact. Les PME québécois. Tout. Vraiment à l'horizon 25 ans. Comme tu dis, de l'autre côté, ces gens-là vont vouloir des électrons, ils vont vouloir de la puissance, fait qu'il faut... Puis le PGIR aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup électrique, mais pas que. Parce qu'en fait, quand on parle d'énergie, vous savez, puis ça, quand on parle du Québec parfois comme une société distincte, là, ça, c'est un exemple concret. Je vais vous dire le mot énergie, puis la plupart des Québécois, l'image qui va apparaître dans leur esprit, c'est électricité ou hydro. Hydroélectricité, oui. Partout ailleurs dans le monde où à peu près, si on dit le mot énergie, les gens vont penser pétrole. OK? Puis dans le fond, ça, c'est un petit peu un biais qu'on a au Québec parce qu'on est très fiers, évidemment, de notre électricité qui est verte. Mais quand on regarde le portfolio énergétique, le bilan énergétique du Québec, il est à 51 % composé de pétrole et de gaz. Donc, la majeure partie de l'énergie qu'on consomme au Québec, c'est du pétrole et du gaz. Et 49 % essentiellement, c'est de l'électricité. Puis un des grands chantiers qu'on cherche à faire à travers le projet de loi, c'est de remplacer le pétrole et le gaz par de l'électron renouvelable. Beaucoup dans le transport, mais aussi dans les procédés industriels. Ouais. Puis on pourra y revenir. Mais au niveau du PGIR, donc, notre première recommandation, c'est dans le PGIR d'ajouter une dimension géographique. Parce que souvent, quand on regarde dans d'autres juridictions, parce que des plans de gestion intégrés de ressources énergétiques... On n'a pas inventé ça. On n'a pas inventé de bouton à 4 roues. C'est quelque chose qui existe ailleurs. Mais c'est souvent des documents qui sont assez à haut niveau. Donc, globalement, pour la province, c'est quoi, ou l'État, disons, le besoin projeté, puis c'est globalement comment on pense y répondre. Nous, on est d'avis que ce serait intéressant d'y ajouter un volet géographique, c'est-à-dire le besoin projeté, il est où? Dans le Québec. Dans le Québec, par région, par exemple. Puis la ressource énergétique potentielle, qu'est-ce qu'il y a dans les régions? Parce qu'essentiellement, ce qu'on cherche à faire avec cet outil-là, c'est de nourrir une conversation pour favoriser l'acceptabilité sociale. Est-ce un nouvel outil ou... C'est un outil qui existe. Parce que tu comprends qu'Hydro-Québec, en ce moment, ils ont manqué le bateau. Là. Tu sais, dans le sens où on est pas loin d'une crise énergétique. Là. Si le million de voitures électriques que le gouvernement du Québec voudrait... J'avais un peu la même question. On n'avait pas ça déjà, une planification? C'est ça. En fait, ce qu'on a actuellement, c'est à chaque... je pense que c'est 3 ans, Hydro-Québec va devant la Régie de l'énergie et fait ses projections, effectivement, de sa demande et de comment il pense y répondre. Et, évidemment, c'est uniquement électrique, donc c'est vraiment du point de vue d'Hydro-Québec. Le PGIR est pour toute source d'énergie et il projette plus loin, c'est-à-dire il y a 25 ans. Puis en plus, l'élément nouveau dans le projet de loi, c'est que l'exercice du PGIR sera mené par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Voilà. Ça c'est inquiétant parce que le même gouvernement, c'est quand même trompé sur la dette de x3. Là. Donc, j'espère que c'est pas le même ministre qui fait le calcul. C'est pas le même ministre, puis je pense que c'est pas les mêmes gens. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que là, tu dis, on va plus juste regarder l'électricité. Ce qui veut dire, puis là, corrige-moi si je me trompe, mais mettons, il y a 6 millions d'autos en circulation au Québec, plus ou moins, là. Fait que là, on va dire, dans 25 ans, combien de voitures il va y avoir, puis combien de ces voitures-là vont être à gaz. C'est des scénarios. C'est le genre de scénario qu'on va faire exact, dans un PGIR. Un PGIR, donc, c'est un exercice où on va faire des scénarios. Mais je veux dire, c'est juste, ça sort complètement du domaine d'expertise d'Hydro-Québec. Je veux dire, combien de chars va y avoir sur la route? Là, je veux dire, tu comprends, c'est pas... Puis c'est pour ça que c'est pas Hydro qui fait le PGIR.
c'est le ministère. C'est le ministère. Donc, il y a cet élément-là. Mais c'est un élément... Philippe. Voilà, Philippe, et je le vois, là, il est sceptique. Par contre, ce qui est intéressant, puis ça, c'est un élément aussi au niveau de nos recommandations par rapport au PGIR, c'est de s'assurer que dans la préparation de ça, qu'on consulte les gens, qu'on consulte les experts, dans le sens que le projet de loi prévoit de consulter de manière générale, mais on a insisté sur l'importance aussi de consulter l'industrie. C'était un des points que j'avais moi-même soulevé, la consultation, qu'on dit on va consulter, mais tu sais comme moi que... En ce moment, la manière que c'est fait, c'est 3 chums dans une salle, puis ils donnent des blocs d'électricité. Ça, et où, tu sais, à une plus petite échelle, mais tu sais, l'Office de consultation publique de Montréal, dont on a abondamment parlé, qui est un office de consultation publique, comme ça le dit. Moi, sur plusieurs dossiers sur lesquels j'étais impliqué, il consultait, c'est-à-dire il recueillait des mémoires, il faisait des commissions, il écoutait des gens, puis il faisait rien avec ça. Ça donnait un beau document qui était juste tabletté, puis ça ne changeait aucunement la formulation de la politique. Donc, effectivement, le devoir pourquoi ce type de... que ce soit le ministère ou Hydro-Québec, n'écoute pas des experts comme vous? C'est vous qui êtes sur le terrain, là, qui testent les nouvelles technologies, je présume, qui font des recherches, qui accumulent du savoir. Directement. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu ça, quand on dit qu'on a accueilli favorablement le projet de loi, on a décidé de voir le verre à moitié plein, en quelque sorte. C'est-à-dire, le PGIR, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui est plus haut puis plus large que le processus actuel, qui est essentiellement... Parce qu'il faut comprendre, quand on parle de documents ou de processus qui sont devant de la Régie de l'énergie, essentiellement, la Régie de l'énergie, dans son fonctionnement, c'est un tribunal administratif. Donc, ça prend des avocats, tu plaides, tu déposes de la preuve, etc. Donc, c'est un processus qui est quand même assez... C'est pas ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Non, vraiment pas. C'est vraiment, il faut être reconnu par la Régie, puis il y a tout un processus juridique. En fait, il faut avoir des compétences juridiques, l'interprétation de différentes trucs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu disais qu'il y avait 3 choses. Là, on en a fait le PG. Mais c'est bon, mais je trouve ça intéressant parce que je vois votre intérêt. Puis vous avez raison d'avoir de l'intérêt pour cette question-là parce que le projet de loi 69, puis en fait, le chantier de la transition énergétique qu'on est en train d'ouvrir, c'est le chantier d'une génération. C'est vraiment générationnel comme défi parce qu'on a un défi de réussir cette transition énergétique, mais on a aussi, je pense, une obligation d'être intelligent, je dirais quelque part, puis d'en profiter pour en faire une opportunité de développement pour redéfinir un peu à la fois notre économie puis notre expertise. Fait que dans le fond, il y a le volet du PGIR. L'autre élément qui est important, à notre avis, c'est au niveau du dossier d'efficacité énergétique. Parce qu'en fait, le PGIR, c'est bien beau de produire ça, c'est plus. quand tu vas prendre ta douche à 9 h le soir, Philippe. C'est ça. C'est ça. Il est bien excité. Je me lave plus. C'est ça. C'est juste les lingettes. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment... lingette bébé. Oui, c'est ça. Le volet, c'est que actuellement, ce qu'on trouve qui pour être amélioré, c'est qu'actuellement, la responsabilité d'efficacité énergétique incombe au ministre de l'Environnement. Okay? Et la responsabilité de produire plus incombe au ministre de l'Énergie. Nous, on dit, écoutez, il me semble que ce serait le plus logique de voir l'efficacité énergétique comme une ressource sur laquelle on peut aller, dans le fond, s'alimenter. Avant de construire, on s'assure qu'on consomme bien. Puis notre recommandation, c'est de dire, le ministre qui est responsable qu'on produise plus devrait être aussi responsable qu'on consomme mieux. Fait que tu veux faire un super ministère? En fait, si on traite de l'énergie, qu'on parle de l'ensemble de l'œuvre, en fait. Mais donc, c'est plus de responsabilité. Je blague, mais en même temps, c'est dire de transférer encore plus d'affaires vers le MEIE, et de voir les aujourd'hui. Exactement. Puis de voir, en fait, l'efficacité énergétique comme une source d'approvisionnement énergétique. Donc, c'est vraiment, on voit ça comme une opportunité de cohérence. Okay. Parlons-en d'efficacité énergétique parce que ça semble fâcher beaucoup les gens. Là. Puis, je blaguais avec Phil, mais c'est des trucs qu'on entend beaucoup. J'ai fait des textes, moi, un peu sur l'énergie. Beaucoup de feedback assez négatif. Là. Ah ouais, je veux pas changer mes habitudes. Je blague, mais c'est un peu ça. Moi-même, je suis un enthousiaste. Là, je m'en cache pas là, de tarification dynamique, là, puis FlexD, puis crédit hivernal. Mais clairement, on est une petite gang. Là, comment, sans être un expert sociologique, là, Frédéric, là, mais comment tu vois là, qu'on gagne cette lutte au changement d'habitude? Au changement d'habitude, aussi à la façon dont on organise notre territoire. Il y a aussi beaucoup ça, parce que dans le fond, il y a une part... Parce que vous savez, quand on regarde nos émissions de gaz à effet de serre, il y a une part très importante qui découle du transport au sens large. Donc, pas seulement nous qui allons faire l'épicerie, mais transport de marchandises, etc. Donc, c'est sûr que quand on parle d'efficacité énergétique, il y a ultimement une réflexion sur comment on occupe le territoire, mais aussi comment on bâtit
bâtit nos bâtiments. Donc, comment l'isolation est faite, comment les bâtiments sont efficaces au niveau du chauffage, puis comment on construit des quartiers ou comment on organise nos municipalités pour être plus efficace au niveau du transport puis avoir des services de proximité. Fait qu'il y a, oui, il ne faut pas juste voir la transition énergétique puis l'efficacité énergétique comme une question où on punit ou on impose un fardeau là, sur le citoyen, mais il y a aussi une responsabilité, je pense, un peu plus élevée là, dans l'organisation sociale au niveau des gouvernements sur comment on rend les services disponibles, comment on organise aussi nos milieux de vie pour que les gens soient capables d'avoir quelque chose qui est agréable, mais qui soit efficace au niveau de l'énergie, puis avec des services de proximité ou des trucs mieux construits. En fait, je suis allé voir l'exposition de René Lévesque il y a quelques mois à Québec. Et j'ai appris dans cette exposition-là que dans les années 70, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ça s'appelait le ministère des Richesses naturelles. Et sais-tu comment que ça change l'état d'esprit? Parce que de la manière que tu parles, c'est de traiter ça non pas comme une commodité, une ressource, mais comme une richesse. On devrait ramener ça au ministère des Richesses naturelles. Mais moi, mais je te le dis. Phil, il va faire de la politique un jour, c'est assez certain. Je suis convaincu, jamais de la vie, c'est pas assez payant. Mais je te le dis, je pense que collectivement, des fois, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Puis si on traitait ça comme une richesse collective au lieu qu'une ressource. Une ressource, là, t'en achètes, t'en vends, t'en échappes, t'en gaspilles. Une richesse, tu jetterais pas de l'argent à terre. Pourquoi? Richesse. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut faire comme tu dis. C'est toi qu'il faut qu'il y ait ministre de... C'est lui qu'il faut qu'il se lance en politique. Il ne faut pas dévoiler tout de suite les aspirations politiques de Frédéric. Non, pas tout de suite. Mais en fait, c'est notre rôle aussi d'informer les décideurs publics. C'est ça le rôle aussi d'un centre comme le nôtre, c'est de dire, mais voici le portrait. Puis moi, j'aime beaucoup, Phil, ce que tu amènes comme point, parce que quand on sort un peu du Québec, puis on se compare, un des constat souvent que nos collègues de l'extérieur nous disent, mais écoutez, vous gaspillez terriblement. C'est fou. Donc, le Québécois moyen ou la Québécoise moyenne consomme plus d'énergie. Pierre-Olivier Pinault utilise souvent le terme ogre énergétique. Donc, c'est vraiment ça. Puis, parce qu'effectivement, on n'est pas assez conscient. Puis, c'est, je pense, ça aussi le changement un peu de mindset qu'on doit avoir, c'est qu'écoutez, quand on fait le tour de la planète, là, des milieux dans le monde où ils ont d'électricité en abondance, verte, que ce soit au niveau de l'hydroélectricité, que ce soit au niveau de l'éolien, même au niveau solaire au Québec, on a un potentiel qui vraiment se démarque. Et on est béni au Québec par rapport à ça. Et on doit vraiment être intelligent dans la façon dont on le développe. Et on le jette par les fenêtres. En fait, on n'est pas... Pour monter les prix, selon lui. Lui, là, il veut monter les prix de l'électricité. Hey, Frédéric, on ne peut pas garder une heure de temps. Troisième, oui, c'est ça. Très bien. Le troisième élément, c'est vraiment le volet par rapport à Hydro-Québec. C'est-à-dire, dans le projet de loi, une des provisions, c'est que, bien évidemment, l'urgence climatique, donc amène une certaine urgence aussi au niveau de la transition énergétique. Ouais. Et dans le projet de loi, un des objectifs du projet de loi, c'est de simplifier certains processus pour qu'on puisse aller plus vite, notamment au niveau d'Hydro-Québec. Et parmi ces processus qu'on veut alléger... plus d'appels d'offres. Plus besoin de faire des appels d'offres. Frédéric. Ça, pour nous, on trouve que c'est une fausse bonne idée. Okay? Ah oui, bon. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, une des façons... on est très content d'Hydro-Québec, on adore, on est fiers d'Hydro-Québec, c'est un partenaire incroyable. Ouais. C'est notre meilleur atout pour la transition énergétique, sans aucun doute. Par contre, on pense que c'est aussi important de s'appuyer sur l'expertise qui existe au Québec et de permettre des processus transparents où les communautés, les entreprises pourront contribuer puis soumettre leurs propositions à Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec, c'est le maître d'œuvre. Ça, c'est vraiment un changement majeur. Hydro-Québec veut prendre plus de place dans le développement éolien dans les prochaines années. Mais on pense que c'est important de le faire à travers des processus d'appel. Pas nécessairement faire du copier-coller de ce qu'on a connu dans le passé, mais certainement revoir des façons plus modernes de co-construire avec l'industrie, puis s'assurer qu'on mette dans le coup nos entreprises québécoises qui, depuis plus de 25 ans maintenant, développent une expertise qui s'exporte. Donc, on est d'avis qu'il y aurait moyen de travailler avec Hydro-Québec sur un processus qui est plus transparent puis qui mettrait davantage à contribution l'expertise québécoise. La semaine passée, on a reçu la Fédération des chambres de commerce du Québec, tu te rappelles, puis eux, ils font un sondage en ce moment, là, je ne sais pas si c'est encore lieu je pense que oui, là, sur leur site web, parce que eux, ils se questionnaient sur comment l'entreprise québécoise, comment la PME québécoise peut participer à la transition énergétique. Puis, tu sais, c'est sûr que la petite PME, tu sais, un Hydro-Québec va faire
va préférer faire affaire avec des gros joueurs. Mais comment que la PME de 50 employés et moins, elle peut participer, en d'autres mots, d'avoir des contrats là, dans cette transition-là? Ben, je peux vous donner des exemples concrets, là, parce que ça, c'est les gens avec qui je travaille au quotidien. Donc, les PME québécoises qui veulent intégrer les chaînes d'approvisionnement de l'industrie éolienne, notamment, ou des énergies renouvelables en général. Souvent, ce qu'on a vu, bon, il y a des startups, mais on a aussi vu beaucoup des PME qui étaient déjà établies, puis qui avaient déjà des produits dans d'autres marchés, puis qui se sont diversifiés avec ces contrats dans des énergies renouvelables. Un exemple très concret, dans la région de Montréal, il y a une entreprise qui s'appelle Technostrobe, qui fabriquait des balises aériennes pour les tours de cellulaire, donc des lumières qui flashent là, pour les avions. Et dans le fond, eux, ils nous ont approchés, on dit, écoutez, on pense que, bien évidemment, sur les éoliennes qui sont des structures en hauteur, il y a aussi des balises aériennes. Comment on pourrait adapter notre produit pour répondre à ça? Puis aujourd'hui, cette entreprise-là, ben, elle a ouvert une usine dans l'État de New York. Elle répond à des projets à l'international, dans les projets éoliennes en mer. Donc, c'est vraiment un savoir-faire québécois, une PME qui a grandi grâce à cette filière-là. Puis, il y en a plusieurs exemples comme ça au Québec. Donc, il y a moyen de ça, c'est des gens qui passent à travers ton centre. Entre autres, donc il y a chez nous au niveau CCTT. Explique donc là, ce que ça fait le concret. C'était la fin de l'entrevue. Phil t'emmène ça comme un vrai maître. Ouais. Ah, j'apprécie. C'est une très belle question parce que vous savez, les centres collégiaux de transfert de technologie, c'est un des secrets les mieux gardés du Québec, malheureusement. C'est une invention. Moi, je connais même pas ça. C'est ça. C'est une invention québécoise, comme les cégeps. Puis dans le fond, un CCTT, c'est quoi? C'est un centre de recherche appliquée et de transfert de technologie. On est affilié à un cégep, mais on a un mandat qui est national. Et chacun des 59 CCTT a un domaine d'intervention spécifique. Il y en a en chimie verte, il y en a en transport, il y en a en aérospatial, puis il y en a en véhicule électrique, voilà, Saint-Jérôme, et il y en a un en énergie renouvelable qui s'appelle Nergica. Puis nous, notre travail, essentiellement, c'est deux choses. On prend l'innovation, on travaille avec les entreprises, puis on les fait cheminer. Dans notre jargon, là, on a ce qu'on appelle le niveau de maturité technologique. Donc, quand on part de l'idée au marché, hein, puis nous, notre rôle, c'est de prendre l'idée qui est un peu, qui était travaillée, disons, en laboratoire, qui est avancée un peu, puis là, nous, on la fait cheminer avec des projets de validation, de démonstration, puis on l'approche du marché. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à faire maturer leurs produits ou leurs services pour qu'ils soient prêts à répondre à un besoin de marché. Puis, dans le fond, nos 59 CCTT couvrent l'ensemble de la province de Québec. Mais ça, c'est fou qu'on ne connaisse pas ça, les entrepreneurs. Moi, je connais très bien ça, mais je t'en parlerai après, si tu veux. Je ferai ton éducation, Philippe Richard-Bertrand. Côté, merci d'avoir été avec nous en studio, en direct de Gaspé, j'aurais envie de dire. Je rappelle que tu es directeur général de Nergica, donc un CCTT, un des 59 CCTT. Oui. Ça, je ne savais pas, tu vois, combien il y en avait. Basé à Gaspé, mais qui est spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables. C'était très intéressant, puis je me trouve un peu moins niaiseux maintenant. Merci beaucoup de l'invitation, puis ça me fait plaisir n'importe quand de revenir vous voir. Ça fait plaisir. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Il se passe des drôles d'affaires dans l'univers de l'Internet ces temps-ci, je vous le dis. Et quand je suis confus face à l'Internet, j'ai quelques sources d'informations, dont une que je privilégie, Stéphane Ricoul. Je lui ai demandé son titre plutôt. Je ne vais pas lire sa réponse. Je vais l'appeler par son titre officiel qui est VP Développement des affaires chez Talsom et expert de l'économie numérique. On peut l'entendre sur mon carnet avec Bruno Guglielminetti et un peu partout. Là. C'est un habitué des médias. Je parle de choses bizarres, Stéphane Ricoul. 2 événements qui sont survenus coup sur coup à la fin août. Ça fait maintenant quelques semaines. Le fondateur du réseau social Telegram, Pavel Durov, qui est d'origine russe, a été arrêté en atterrissant à Paris le 28 août dernier. Il a été détenu quelques jours, là, assez rapidement. Il a dû payer une caution de 5 millions de dollars, et ce qui est peu d'argent vu sa richesse, mais quand même. Et il est obligé de rester sur le territoire français. Assigné à résidence. C'est bizarre. Il est confiné. Et je fais juste vite. 2 jours plus tard, le Brésil a annoncé qu'il bloquait Twitter. Et là, s'en est suivi là, des chicanes, etc. Je sais presque même pas par quel bout le prendre, en fait, tout ça, mais je trouve ça surprenant, disons, ces 2 nouvelles-là. Fantastique. Pourquoi? C'est fantastique parce que on y va par phase. Okay. Quand les réseaux sociaux ont été créés, là, du temps des internets... 2008, 2006? À peu près. C'était
merveilleux, c'était la 7e merveille du monde. On pouvait enfin communiquer avec tout le monde. C'était pour la démocratie, c'était beau, c'était pour l'humanité. Okay? Puis est arrivé les gouvernements qui ont voulu encadrer tout ça. Mais la population disait, non, moi, Facebook, j'aime ça, là, Twitter, j'aime ça, c'est le fun, je peux m'exprimer, c'est la liberté d'expression. Mais les gouvernements ont commencé à dire, faut encadrer un peu. Puis à un moment donné, les médias se sont accaparés ce genre de nouvelles-là en disant, il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous avez les gouvernements qui veulent encadrer, vous avez la population qui veut communiquer, mais il y a des choses qui ne sont pas permises, qui se font en ligne à travers les réseaux sociaux. C'est là que les notions de désinformation, de deepfake sont arrivées. Mais la population n'était pas super sensibilisée par rapport à ça, n'était pas réfractaire par rapport à ça. Puis plus les médias en ont parlé, plus les gouvernements ont encadré, plus la population a commencé à se dire « Ouais, c'est peut-être vrai que ce que je vois sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. » Et donc là, de fil en aiguille, ça fait effet boule de neige. Les propriétaires de ces grandes plateformes-là qui se pensaient surpuissants commencent à se dire, finalement, personne n'est au-dessus des lois. OK, mais je challengerais un peu ta version des faits, Stéphane, parce que, puis, j'associe les deux nouvelles, mais en fait, ce sont un peu deux affaires, là, on va se le dire. Telegram, c'est un réseau social russe qui est né de l'imagination de Pavel Durov. Donc, puis comme je le disais, je crois qu'il a une valeur nette là, de 14 milliards de dollars ou quelque chose. Fait que, tu sais, 5 millions, là, c'est comme vraiment 25 cents, là, mais il a quand même quitté le réseau social russe qu'il avait fondé parce que les autorités russes lui demandaient de dénoncer des gens, puis carrément, tu sais, puis on sait que l'État russe, il n'est pas toujours gentil avec ses propres citoyens. Et il a fondé Telegram un peu dans une perspective d'échapper à cette dictature, là, franchement. Puis tout récemment, je me rappelle plus, ça doit faire 1 an, là, Yevgeny Prigozhin, qui était un des généraux de l'armée russe, a presque fait un putsch contre Vladimir Poutine en utilisant Telegram. Et donc, toute chose étant égale par ailleurs, c'est quand même il est mort, assassiné par l'État russe. Mais non, c'est un accident d'avion. C'est un accident d'avion. Mais c'est un contre-pouvoir formidable dans des contextes comme ceux-là. Exact. Et c'est un contre-pouvoir formidable parce que c'est encrypté et parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et donc, je suis un peu... Phil? Je suis pour la liberté d'expression jusqu'à temps que cette liberté-là m'attaque. Mais je suis pour ta liberté. Est-ce que c'est une citation de Philippe Richard Bertrand ou de Vladimir Poutine que tu viens de faire là? Parce que Vladimir dirait la même chose. Je suis pour la liberté d'expression jusqu'à ce que ça m'attaque. Quand le télégraphe est utilisé pour faire des choses illicites, ou n'importe quel site web. Tu vends de la drogue dans Messenger. C'est un délit criminel. Phil, subvertir l'État russe, c'est un délit criminel et c'est illégal. Et moi, je trouve plutôt que c'est une bonne nouvelle. Tu comprends? Où est-ce que tu tires la ligne? Tu sais? Je tire la ligne sur si tu fais quelque chose d'illégal en utilisant tout moyen de communication, techniquement, tu devrais être arrêté dans la juridiction où tu habites. Tout ce qui est illégal dans le monde physique, dans le monde analogique, devrait être illégal dans le monde numérique. Point. Donc, quand Telegram... Même quand ces lois-là sont injustes, ergo... ne pas diffamer Vladimir Poutine et finir assassiné. Mais c'est pas légal de faire ça dans cette juridiction-là. Fine. Sauf que l'affaire Telegram, en France, c'est pas lié à Vladimir Poutine. C'est lié à la pédopornographie. Oui, c'est lié à la vente d'armes. C'est lié à la vente de drogue ou de substances illicites. Le problème, le vrai problème, c'est que dans Telegram, tu as 2 canaux différents. Les messages privés, puis les messages publics. Ouais. Les 2 sont encryptés, on s'entend. Mais dans les messages privés, ça reste privé. Si un gouvernement demande à Telegram je veux le contenu des messages privés, là, on tombe dans un autre style de loi. Là, le gouvernement n'a pas à avoir accès à des conversations privées. Si je t'invite chez moi puis qu'on a une conversation, le gouvernement ne peut pas la demander. Là, je dis n'importe quoi. Ce qui est vrai dans le monde analogique est vrai dans le monde numérique. Okay? Ouais. Dans les canaux publics, si
tu es sur une scène, tu donnes une conférence, puis tu dis des choses subversives, là, le gouvernement a le droit de demander aux organisateurs, donnez-moi l'enregistrement de sa conférence, je veux entendre ce qu'il a dit. Parce que c'est public. Avec Telegram, c'est exactement ça qui s'est passé. Mais c'est flou un peu, tu sais. Le gouvernement français n'est pas super clair par rapport à ça. Prends juste Facebook. Honnêtement, il y a des gens qui disent des choses sur Facebook de façon publique. Là. Je peux voir les commentaires, mes enfants peuvent voir les commentaires. Oui. Si je faisais ça devant un poste de police, je pourrais être arrêté. Oui. Pour avoir, je ne sais pas, excusez l'anglicisme, disturb the peace, là, mais c'est sûr je me ferais arrêter pour avoir perturber l'ordre public. Perturber l'ordre public, whatever. Mais comme c'est sur les médias sociaux, que tout le monde se réfugie en arrière de « j'ai le droit de dire ce que je veux », ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Exact. De là, l'arrestation en France par rapport à Telegram, parce que la modération n'est pas là. Le gouvernement français, avec son DSA, le Digital Service Act, impose d'avoir des modérateurs. C'est la même chose au Brésil avec X. Mm-hmm. Le juge Moraes, je suis pas sûr. Moraes, ouais, c'est ça. Avec l'accusation qu'il a portée contre X, c'est de véhiculer des fausses... C'est quand même drôle comme formulation, parce qu'en France, on dit contre X pour ne pas nommer la personne qui est accusée. Oui, ouais, c'est ça. Excuse-moi, continue. C'est de diffuser des fausses informations politiques et de ne rien faire pour contrecarrer ça. J'en conviens, mais encore une fois, c'est là où est-ce que c'est illégal de véhiculer sur le parvis de l'Église des fausses informations politiques? C'est là où si moi j'ai envie de vous dire à tous les deux que, je sais pas, Justin Trudeau est gay... La dimension n'est pas la même. La dimension n'est pas la même. Sur le parvis de l'Église, c'est 3 personnes que tu vas influencer. OK, mais demain matin, je donne une conférence, là, je vais être devant 200 personnes. Si je dis quelque chose qui est vraisemblablement faux, ce n'est pas illégal, tu vois. Et si, en l'occurrence, les gens dans la salle me croient, je veux dire, franchement, les gars, je veux pas... moi, je ne crois pas en Dieu, parfait. OK? Allons là où ça fait mal. Je suis devant 1000 personnes et je dis Dieu existe et tout le monde est « Ah oui, bravo, ça fait des millénaires qu'on croit à un bonhomme dans le ciel. » Tu comprends? Comme, est-ce que c'est vrai ou faux, l'existence de Dieu? Si t'es en conférence devant 300 personnes et que tu dis « Voici mon site web, j'y vends des armes. » Illégal. Mais c'est pas dans ça dont tu parles. Puis là, on revient à la question justement sur X, qui est totalement différente, j'en conviens, là, de Telegram. C'est là où on interdit en fait des discours qu'on juge non conformes à la vérité. Mais encore une fois, quelle est l'autorité qui juge la vérité? Puis, je pense qu'il y a une différence. On veut tirer une ligne, là. Toi, t'as le droit de dire ça, toi, t'as pas le droit de dire ça. Que tu dises que font les juges. Que t'accuses une personnalité publique d'être pédophile. Ouais. C'est préjudiciable. Absolument. C'est préjudiciable. Fine, mais si je te traite de sale con, Phil, c'est préjudiciable. Techniquement, je peux te poursuivre. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas mal. Je suis pas avocat. Prochaine fois, on invitera un avocat, un juriste. Mais je trouve juste quand même particulier qu'on est là vraiment dans la sphère d'une intervention hautement politique, qui est pas. Puis X au Brésil, c'est pas pédopornographie et vente d'armes. Là, on dit il y a de la désinformation, mais encore une fois, où est-ce que tu tires la ligne entre rappelez-vous de cette histoire de l'auteur qui a écrit un roman au Québec, qui avait des scènes, des fantasmes sur des jeunes. Il a été arrêté. Et traîné en cours. Pour de la fiction. De la fiction. Et moi, ça m'horripile, cette histoire-là, parce que c'est quand même, je veux dire... Ça, je trouve ça bizarre. On a franchi la ligne. Je la connais pas, cette histoire-là. Il y avait une autre histoire. Il y avait un gars qui faisait un spécialiste là, de prothèses pour le cinéma. Tu te fais arracher un bras, là, il faisait des trucs, là, tu sais... dégueulasse, là, genre Walking Dead, là, un peu avec du sang, puis tout ça. Puis, sous le gouvernement Harper, il a été traîné loin en cours. Mais je suis pas en désaccord avec toi, Et je crois que finalement, il a gagné parce que, bordel de merde, en peux-tu laisser vivre un peu? Puis, je suis pas là, liberté d'expression, là. Mais je pense que ce que Stéphane, la définition que tu as donnée, ou du moins l'explication du début, ce qui est illégal dans l'analogique, devrait être illégal dans le numérique. C'est ça, t'as dit, dans le numérique. Donc, la conversation de comptoir qu'on peut avoir sur la politique, où il y a de la désinformation parce qu'on a chacun notre vérité, qui va être perçue comme de la désinformation pour l'autre. Là, je suis d'accord, je te rejoins avec toi. Où est-ce qu'on trace la ligne? OK, prenons un autre angle. Je considère quand même que depuis... Et c'est pas tout à fait avec les médias sociaux, c'est même un peu avant, mais on assiste quand même dans le monde à une
plus grande centralisation du pouvoir et ce sont ultimement les médias sociaux des contre-pouvoirs, non? Puis en essayant de les museler, est-ce qu'on donne pas donc raison à ceux qui sont déjà... C'est quand Donald Trump utilise ces mêmes médias sociaux-là pour véhiculer un paquet de niaiseries. Les médias Il y sociaux a quand sont même pas des contre-pouvoirs. 50% de la population américaine qui vote pour lui. Hein. Puis je suis d'accord. Ça ne m'inclut pas. Ce ne sont pas des contre-pouvoirs, les médias Non? sociaux. Ce sont des plateformes qui permettent de véhiculer... Qui permettent des contre-pouvoirs. Qui permettent des contre-pouvoirs. Et on cherche à les museler. Tu sais, dans Star Wars, là, on s'entend qu'on ne prend pas pour l'Empire. Right? Mais je suis sûr que l'Empire, il voudrait pas de X ou de Telegram, non? Et donc, là, on a 2 cas, Stéphane. Who's next? Est-ce qu'on va bientôt enfermer Mark Zuckerberg dans une prison polonaise? Moi, je trouve ça intéressant, ce qui se passe. Parce que là, les autres réseaux sociaux sont en train de regarder ce qui se passe, puis ils comprennent que c'est pas parce qu'ils sont invités à la table du président des États-Unis pour discuter d'un paquet de choses qui sont les rois du monde. Ils doivent se conformer à certaines lois. Puis c'est là que ça devient intéressant. Donc là, il y a un retour de balancier qui se fait actuellement en termes de contre-pouvoir. Je comprends. Ça me surprendrait qu'Elon Musk aille au Brésil dans les prochains mois. Oui, OK, mais fait que je pose une autre question parce que, ultimement, dans ces 2 cas-là, on a hautement personnalisé la question. On a Pavel Durov ou Elon Musk ont été personnellement interpellés par la justice. Vous êtes 2 entrepreneurs. Vous savez, comme moi, le PDG, il n'est pas à gratter. Je veux dire, il gère les financiers, les États, les actionnaires, le comité de direction. Demain matin, je fais une hypothèse, Facebook est nationalisé. Qui on va emprisonner pour les dérives du réseau social? Oui, mais encore, il faut faire attention. Il y a eu, dans les cas de Facebook, il y a eu une lanceur d'alerte il y a quelques années. Par rapport aux études qu'ils ont faites chez les jeunes pour que les jeunes viennent addicts à l'application. Ils l'ont mis dehors, ils ont réussi, puis ils s'en sont sortis. C'est où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, si tu esquives la loi, prenons plus Elon Musk. Elon Musk, selon moi, est beaucoup plus impliqué qu'on peut penser qu'il est impliqué dans X, peut-être, du moins. Ouais. Alors, à un moment donné, il va finir à arrêter. Il n'a pas été brillant. Là. Non, il s'est amusé à essayer de contourner ce que le juge avait exigé. Là, je comprends. Donc, vous n'avez aucune crainte ni l'un ni l'autre en ce qui concerne la liberté d'expression, de voir des gouvernements détenir des individus, brimer ce qu'on peut et ne peut pas dire. Puis encore une fois, en laissant, mettons, à des bureaucrates à Bruxelles le droit de décider si Stéphane a dit ça, c'est OK, moi, c'est pas OK, toi, c'est OK. Puis, oui, il y a une crainte. Est-ce qu'il n'y a pas un peu éventuellement du racisme, un peu du sexisme, un peu de la xénophobie? Il y a plusieurs choses. Là. Non, mais il y a plein d'affaires là-dedans, right? Comme je veux dire, on peut très bien dire que... Quand je parlais de retour de balancier, il ne faut juste pas qu'il aille trop loin dans l'autre sens. Mais donc, il va aller trop loin dans l'autre sens, Stéphane Ricoul, non? T'as pas cette crainte-là? Il y a l'opinion publique aussi. Je suis dans une drôle de posture où je suis comme en train de défendre comme un genre de forcené la liberté d'expression, comme si c'est pas tout à fait un de mes chevals de bataille, mais je suis quand même, moi, pas un sujet évident, peu inquiet, franchement, face à ça. Je le suis aussi. Et autant je suis inquiet de la désinformation et des délires. Il y a des priorités. Un peu moins de liberté ramène un peu de... Ouais, mais c'est pas Molière, là, où je suis pas l'un d'eux qui dit « Je vais me battre jusqu'au bout pour que vous ayez les droits de dire... » Les brèves de comptoir, on peut pas les empêcher. Okay? Non. C'est illicite de vendre des armes, t'as pas le droit de le vendre en ligne non plus. C'est illicite de faire de la pédopornographie, tu ne feras pas ça aux enfants en ligne non plus. C'est illégal de vendre des armes jusqu'à temps que tu t'appelles le gouvernement du Canada, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ce même gouvernement-là qui après va venir te dire le ministère de la Défense nationale n'essaie pas de vendre un char Léopard sur Facebook. Là. Non, mais il le vend peut-être à des gens à qui moi j'aurais pas envie qu'ils le vendent, là, puis je vais arrêter ça là. Mais... Vote aux élections. Wow, j'ai comme envie de quitter le studio, chers amis. Stéphane Ricoul, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Les autres médias vont s'assurer qu'il y a un peu de voyons comment on dit le terme modération et de plus en plus de modération sur leur plateforme. Tu penses? Oui. Ce qui fera pas de mal. Tant qu'à moi. Oui, ce qui fera pas de mal. En raison de craintes personnelles de leurs dirigeants. Fort probablement.
Quand même. Ils regardent ce qui se passe. Et tu crois que Duroff, là, il va être relaxé? Il va Totalement. On va pas garder un archi-milliardaire. Ils vont peut-être y enlever. Il y a quand même eu un passeport français. On lui a offert un passeport français. On lui a donné la nationalité. Ouais, mais quand t'as des sous comme ça, franchement, t'achètes 2-3 apparts sur les Champs-Élysées, ça se fait vite. Non, il va s'en sortir avec des promesses, comme Zuckerberg d'ailleurs, c'était un peu mon punch, mais le 28 septembre, là, Telegram a annoncé qu'ils ajoutaient une couche de modération, ils ont embauché des gens. Fun fact, là, puis on se laisse là-dessus, mais on entend souvent parler de la taille des médias sociaux. Moi, Telegram, c'est un réseau que j'utilise peu ou pas, en fait. Toi? Zéro. Et c'est bizarre. Mais j'ai un compte. Parce qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs de Telegram et je n'en connais aucun. Tu dis que tu as un compte, mais je n'en connais aucun. Ouais, et un truc qui m'a frappé en lisant beaucoup autour de ça, l'entreprise avait récemment comme 60 employés. Sur Facebook, je pense, en a comme 100 000 pour donner un ordre de grandeur. Et donc, effectivement, zéro modération, zéro soutien et tout ça, c'était vraiment l'univers de la liberté pour le meilleur et pour le pire. Et puis là, on voit ce que ça donne. Merci Stéphane de nous avoir éclairé là-dessus puis d'avoir accepté de débattre avec moi un peu. On se retrouve pour une prochaine émission. Avec grand plaisir. On n'est pas à la fin des nouvelles numériques. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@cube.radio. À la fin du mois aura lieu MTL Connect, Montréal Connect. Oui, à la mi-octobre. À la mi-octobre, à la fin, fin octobre. Écoute, du 15 au 18 octobre. Je perds le fil. Qui est une initiative qui est organisée par le Printemps numérique. Donc, et on a l'occasion d'accueillir le directeur général du Printemps numérique, Mehdi Ben Boubaker. Je me suis pratiqué toute l'après-midi, puis je suis pas loin, là, quand même. C'est plus facile que Schwarzenegger, mais c'est un peu moins connu. C'est juste un peu moins connu. You will be back. Ben Boubaker. Commençons avec ça, là, Montréal Connect. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment c'est la 6e édition déjà? C'est la 6e édition, effectivement. Ouais. Donc, c'est un événement international sur les questions de transformation numérique. Okay. Et donc, on questionne en fait l'usage de la technologie. Il y a comme 2 gros volets dans l'événement. Il y a un volet de prospective, donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce qu'on en est avec la technologie, avec le numérique. Et l'autre volet, c'est le développement d'affaires, les connexions. Faire en sorte qu'on fasse des retombées dans nos écosystèmes. Parce qu'on a à Montréal quand même, j'ai envie de dire, des industries numériques. Là. Il y a quand même beaucoup d'acteurs et c'est assez éclaté, j'ai l'impression, l'écosystème montréalais. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages, Mehdi? Écoute, moi, je voyage un peu. Oui. Un tout petit peu, oui. Donc, un petit peu. Puis, là où je vais, à chaque fois que je retourne à Montréal, je me dis, qu'est-ce qu'on a une belle ville, quoi. Ah oui, là, je dis pas que c'est pas une belle ville. Oui, mais une belle ville technologiquement parlant, numériquement parlant. D'ailleurs, parce que souvent, on voit pas ce qu'on a, au fait. C'est une... est-ce que je peux dire tard, mais peut-être que un petit peu. Parce qu'au Québec, en fait, souvent, on se compare, mais on se compare pas sur les bonnes choses. Mais quand on voit ce qu'on a, si on prend le temps de regarder qu'est-ce qu'on a effectivement sur le terrain, je pense qu'on serait très, très fiers avec ce qu'on a. Non, mais je suis d'accord. Je suis allé il y a 2 semaines à la journée, le sommet mondial de l'éducation à l'ONU. Il y a 2 semaines à New York. Puis bon, on était quelques entreprises québécoises. Puis tu sais, moi, j'arrive avec le syndrome de l'imposteur, tu sais, petite compagnie de Montréal. Mais tu sais, quand j'ai expliqué ce qu'on essayait de faire en intelligence artificielle par rapport à l'éducation, puis le transfert des connaissances, tu sais, Microsoft est venu me voir, OpenAI est venu me voir sur le lunch, tu sais, on était ailleurs. Alors, je suis d'accord avec toi que des fois, on pense qu'on a un petit terrain de jeu, mais en termes de numérique, transformation digitale, appelons ça comme on veut, je pense qu'on a de belles sociétés. Absolument, je suis complètement d'accord. En fait, je pense que même notre territoire est trop petit pour ce qu'on a à offrir. C'est-à-dire qu'on a des capacités, des compétences. On a quelques lacunes, notamment avec l'IP, avec la propriété intellectuelle. Je pense que on parle pas de financement, mais de propriété intellectuelle, parce que je pense que c'est ce qui génère le plus de richesse dans nos
territoire. Mais si on se compare, c'est sûr que moi, je mais voterais même pour le haut la main. financement, je suis d'accord, parce que tu l'as nommé, là, mais le financement, j'étais assis à côté d'une start-up, là, puis tu sais, elle nous expliquait. Là, Québécoise? Non, une start-up new-yorkaise, parce que, tu sais, on faisait des speed meetings dans le lunch, puis elle m'expliquait, bon, on a essayé quelque chose, ça a coûté 4 millions US, puis ça n'a pas marché. on l'a mis dans les poubelles. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, mais t'es pas inquiet pour ton payroll dans 2 semaines? Elle dit, non, il nous reste 16 millions dans le compte. On va essayer d'autres choses. Voilà. Là, j'étais comme... Ouais, c'est moins la culture québécoise, on dirait, ce genre de prise de risque. Il y a le passif de patenteux, tu sais, c'est un passif extrêmement, je pense, qui est là, puis qui permet de faire peu avec... non, beaucoup avec peu. Ouais. C'est mieux. Oui, beaucoup avec peu. Mais je pense qu'avec le temps aussi, il y a une professionnalisation qui se fait naturellement dans ces secteurs. Ouais. L'événement cette année, donc pour cette 6e édition, un thème métamorphose, c'est ça? Pourquoi? Ouais, genre le papillon. Mais encore en termes numériques, justement, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? On essaie à chaque année de trouver une thématique qui guide un petit peu nos contenus, nos réflexions et tout ça. Cette année, Métamorphose s'est imposée après Intelligence collective l'année dernière par rapport à l'impact grandissant de l'IA et surtout pour faire dire que les impacts de l'intelligence artificielle ne sont pas juste économiques. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse voir point de vue société également, que peut-être même que ces questions-là deviennent un peu plus politiques, je dirais. Elles le sont moins maintenant. Intéressant. Parce que c'est des enjeux qui guident déjà, en fait, qui guident déjà nos vies, qui sont en train d'impacter fortement ce que nous sommes, comment qu'on interagit, comment qu'on va aborder l'avenir. Mais il faut que collectivement qu'on puisse comprendre un peu plus c'est quoi les impacts. J'ai l'impression que je pourrais faire mon pitch sur l'éducation, mais 1 milliard de personnes vont devoir être requalifiées d'ici 2030 dans le monde à cause de l'intelligence artificielle, l'automatisation et les départs à la retraite. Oui. 1 milliard de personnes. C'est malade. Tu les mettrais toutes dans les écoles du monde. C'est malade. Il n'y a pas de place. On pourra pas. Il n'y a pas de place. C'est malade. C'est pour ça que c'est important aussi de repenser ou de commencer à réfléchir à l'éducation, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'éducation, puis comment on va éduquer dans un monde où les algorithmes sont de plus en plus présents. On va avoir recours à la plateforme développée par Phil, où on va faire comme dans Ready Player One, là, dans The Oasis, là, on va aller suivre des formations dans le métavers. Mais parlons-en de formation, parce qu'en fait, en plus, tout ça, ça a lieu notamment au Centre NAD, qui est un des très bons centres de formation en technologie et métiers du numérique au Québec, là, en fait, en l'occurrence, qui a notamment un point ici, un pied à terre, à Montréal. Oui. Parle-nous un peu de ce centre-là qui est peut-être méconnu du grand public. NAD, qui est devenu depuis quelques années NAD UQAC, donc l'UQAC est affilié avec Chicoutimi. C'est un des fleurons qu'on a ici. Il travaille sur les questions d'art numérique, mais aussi des industries, là, immersion, jeux vidéo, en tout cas plein de choses. C'est un choix qui était un peu naturel pour nous parce que depuis le départ de MTL Connect, on voulait choisir des milieux de vie. Donc, des environnements qui reflètent un petit peu qu'est-ce qui se passe et comment que ça se transforme. D'ailleurs, la première édition, on avait fait une folie je ne sais pas si on serait capable lui, mais est-ce qu'on aurait le goût de la refaire? C'est que chaque journée, on était dans un lieu différent. Donc, la production... 5 jours. Nous, on avait, à l'époque, je faisais les Creative Mornings. Oui. Et bon, c'était pas aussi intense en termes de fréquence, mais à chaque mois, on allait dans un endroit différent, mais genre... Pendant 36 mois, je pense, on a fait ça. Mais à un moment donné, tu viens à court de comme lieu à Montréal où tu peux faire des choses. C'est tout un défi. Là, c'était pour la technique, pour la logistique. Mais imagine chaque jour. Donc, c'est ça, on rappelle le soir. Ça à un autre niveau. On rappelle le soir, la prod dans le camion. Continuait durant la nuit. Là, le matin, on était dans un autre lieu. Mais ça découlait au fait de cette approche-là, d'être dans des milieux de vie. Et en plus,
avec le NAD, on collabore sur plein d'autres affaires. Parce que la créativité numérique nous intéresse énormément depuis le départ. Et puis c'est un lieu majeur d'éducation, fait que c'était naturel. Ouais. C'est tout le temps qu'on avait, Mehdi, mais en conclusion, fais-nous ton pitch. Là, on s'inscrit où? On va où? Ça commence le 15. C'est quoi là, en une minute? Là, c'est du 15-18 octobre. Donc, c'est au NAD. On peut s'inscrire à... Le NAD, c'est Maisonneuve-Bleury, de mémoire, c'est ça? Oui, ça donne sur la place des festivals. C'est difficilement... On le rate difficilement. Donc, MTL y aller à vélo. Métro, vélo, c'est un événement éco-responsable. J'ai oublié que c'est un événement qui questionne. En fait, nous sommes technocritiques. C'est-à-dire qu'on adore le code, on adore le numérique, mais on pense qu'on a des enjeux, qu'il y a des changements climatiques, qu'il y a une raréfaction de ressources naturelles, qu'il y a un effondrement du vivant. Et donc, il faut aussi prendre tout ça en compte. Et donc, on est obligé de s'inscrire les 3 jours? On peut venir pendant une heure? On peut prendre... En fait, on nous vous invite, bien entendu, à participer à toute la semaine parce qu'il y a tellement de contenu et d'échanges, mais on peut... prendre par journée et en plus il y a des activités qui sont plus grand public. On installe un dôme immersif au complexe des Jardins qui est accessible au grand public, c'est gratuit pour faire découvrir justement l'immersion. Donc l'immersion 360, on a de super beaux artistes au Québec, fait que voilà, tout le monde est invité. On ira peut-être faire un tour, Philippe Richard Bertrand, n'est-ce pas? Ensemble. Oui, ça m'a intéressé, oui. Imaginez le futur du numérique avec Mehdi Ben Boubaker, DG du Printemps numérique. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. À bientôt. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous écrire sur la plupart des médias sociaux si vous voulez nous parler d'un entrepreneur. Pas tous les médias sociaux, pas Telegram et pas Twitter si vous êtes au Brésil, ça c'est certain. Mais rejoignez Francis Gosselin s'il y a des entrepreneurs que vous voyez dans votre région que vous aimeriez qu'on invite. Faites-nous les savoir, on est là pour ça. On se met au téléphone après puis on essaie de les rejoindre pour les inviter sur le show. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Francis. Vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio 877-827-2346. On est à l'écoute. Merci d'avoir été à l'antenne et à la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.